Bienvenue dans le débat de France 24. On la croyait la grande victime de la pandémie du coronavirus. La Chine semble au contraire sortir plus vite que prévu de la crise sanitaire. Ce que d'aucuns décrivaient voilà encore quelques semaines comme un Tchernobyl chinois est devenu un exercice grandeur nature de la capacité du pouvoir et de la population à surmonter un sinistre de grande ampleur, comparable par bien des aspects à la Grande Dépression des années 30. L'avenir dira si la crise partie de Chine aura au final fragilisé ou bien au contraire consacré l'avènement d'une hyperpuissance. Reste une interrogation pour ces premiers mois. La Chine est-elle en train de gagner la bataille du Covid-19? On en débat avec Chunyan Li, fondatrice de Feda Consulting, spécialiste des relations commerciales franco-chinoises. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur du livre Réussir sur le marché chinois, c'est paru aux éditions Erol. Oui. Également avec nous, Alice Ekman, analyste, responsable de l'Asie à l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne. Bonjour Alice Ekman. Bonjour. Vous avez notamment écrit Rouge vif, l'idéal communiste chinois aux éditions de l'Observatoire. Et puis David Bavrez, vous êtes investisseur français, vous vivez à Hong Kong depuis 2011. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes l'auteur de Paris-Pékin Express, la nouvelle Chine racontée au futur président aux éditions François Bourin. On va voir dès à présent où en est la Chine au sortir de 5 mois de combat contre la pandémie. Les principaux centres urbains voient l'activité repartir, le tourisme est même à nouveau d'actualité à l'occasion de la fête du travail. Les Chinois ont pu profiter de quelques jours de loisirs et de visites. Laure Manin. La Grande Muraille a retrouvé ses visiteurs. Pour ces 5 jours de vacances du 1er mai, les Chinois arpentent à nouveau les lieux touristiques fermés au plus fort de la crise sanitaire. 70% des monuments ont rouvert et les animations ont repris, de jour comme de nuit. Samedi, près de 31 millions de Chinois ont joué les touristes dans leur propre pays et dépensé 1,8 milliard de dollars. Des visites et du plaisir, oui, mais sous conditions. Partout, le nombre des visiteurs est strictement contrôlé. Ils doivent réserver leurs billets à l'avance sur Internet pour un horaire précis. Prise de température, port du masque obligatoire et distanciation sociale d'1 mètre restent de rigueur. Pas de quoi décourager les visiteurs locaux. Vendredi et samedi, plus de 50 millions d'entre eux ont fait de petits déplacements dans le pays. Bien loin toutefois des 200 millions enregistrés l'année dernière à la même période. Mais de quoi relancer malgré tout les bénéfices pour de nombreux commerces. 我们就做上第一步过来，就是打扫卫生，还是消毒，还员工的手温。我们店面2个小时一次消毒，员工也是1天3次手温。现在是我们一过来的话，现在是第一就是我们就是戴口罩。 Les nouvelles contaminations sont désormais sous contrôle en Chine. La priorité est donc de relancer l'économie, alors que le premier trimestre a vu un recul de 6,8% du PIB national, pour la première fois en 40 ans de données. David Bavrez, vous qui êtes à Hong Kong, donc plus près que nous du foyer d'origine de cette pandémie, où en est la situation aujourd'hui en Chine? L'épidémie est désormais derrière elle. On a parlé récemment d'une deuxième vague. Écoutez, sur le plan économique, je dirais que la singularité de cette crise, c'est que c'est à la fois une crise de l'offre et de la demande. Et donc la surprise que l'on a, c'est que l'offre est revenue en Chine relativement rapidement, de l'ordre de 80 à 90% en 4 à 6 semaines. Mais par contre, le retour de la demande est en fait plus lent que prévu, de l'ordre de 50 à 60%, ce qui prouve qu'il va falloir un effort du gouvernement pour recréer la confiance parmi la population et chez le consommateur chinois. Est-ce aussi une victoire du régime chinois? Son organisation politique autour du parti unique a semblé mieux fonctionner dans la rapidité et l'ampleur de la réponse qu'en Occident où l'épidémie a fait beaucoup plus de morts. Écoutez, moi je porte un masque et je vis à Hong Kong où, pour vous donner une idée, nous avons la densité la plus élevée au monde. Il y a un Hongkongais sur 2 qui vit au-dessus du 16e étage d'une tour, donc il est obligé de prendre l'ascenseur, il ne peut pas respecter les distanciations sociales et pourtant, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons que 4 morts. Donc on est obligé de dire, quand on vit à Hong Kong, que incontestablement, et c'est pas seulement la Chine, mais c'est également Corée du Sud, c'est également Taïwan, on est obligé de dire que l'Asie, clairement, arrive à maîtriser cette crise sanitaire beaucoup mieux que l'Occident, aussi bien l'Europe que les États-Unis.
Chun on peut dire que le pouvoir chinois a vaincu l'épidémie. Il peut revendiquer sa gestion dans cette crise comme un argument. Oui, je pense que la Chine a pris surtout des mesures assez rapides dans la deuxième phase et assez différentes des mesures prises en Occident. Donc, ça peut être utilisé comme un argument dans la gestion de la crise en Chine. Et comme dans tous les pays, je pense qu'il y a des plus et des moins dans la gestion de la pandémie, surtout c'est un nouveau virus qu'on ne connaît pas assez. Mais je pense que quand on prend du recul sur la gestion de la pandémie en Chine, il y a de bonnes expériences, il y a aussi des leçons à tirer. C'est un succès pour la population, un signe de discipline collective et de sens des responsabilités, ou bien une victoire pour le pouvoir lui-même et ce système de surveillance dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines? Je pense que c'est un ensemble des facteurs qui ont joué dans le combat contre la pandémie en Chine. Il y a bien sûr le gouvernement chinois qui a pris des actions assez rapides, surtout dans la deuxième phase. En même temps, il y a aussi le peuple chinois qui ont été assez disciplinés, qui ont porté le masque en fait assez tôt et qui ont respecté la distance sociale et donc ça a apporté ses fruits. Je pense que c'est un ensemble des facteurs. Il y a tout de même à Alice Ekman, comme le disait à l'instant David Bavrez, des démocraties, Taïwan, la Corée du Sud, dont la réponse a été au moins aussi efficace que celle du pouvoir chinois. Oui, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment une guerre de communication et aussi une guerre entre systèmes politiques. C'est-à-dire que la Chine, aujourd'hui, souligne ce qu'elle considère être une victoire sur le Covid-19. Elle insiste sur le fait que ce serait la victoire du Parti communiste chinois et elle insiste aussi sur une victoire en termes comparés. C'est-à-dire la Chine aurait mieux géré que d'autres systèmes politiques, et notamment les systèmes politiques de pays européens ou les États-Unis. Et je pense qu'il faut faire très attention, vraiment très attention, pour tirer une évaluation de l'efficacité du modèle, qu'il soit d'ailleurs chinois ou autre, parce que le mode de comptage des chiffres, des contaminations et des morts est différent, parce que il y a encore des doutes sur les informations, parce que l'enquête conduite en Chine est encore demandée, en tout cas aujourd'hui, à l'heure où nous parlons. Il y a un débat sur la possibilité d'experts internationaux d'en savoir plus sur l'origine et le développement du virus. Il y a aussi une structuration en Chine qui fait que le Parti communiste chinois est omniprésent. Avec des avantages et des inconvénients, mais une chose est certaine, il y a eu au niveau de l'hôpital de Wuhan, l'hôpital central de Wuhan, un recadrage initial des médecins par l'administration de l'hôpital, notamment le bureau de la discipline, mais aussi par la province, pour finalement ne pas communiquer trop rapidement sur le virus actuellement. Il y a eu ensuite un recadrage du gouvernement central sur le gouvernement local avec un changement de personnel et des mises sous enquête. Donc, au niveau du gouvernement central, il y a aussi la perception que tout n'a pas bien fonctionné au niveau local. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat bureaucratique, mais en tout cas, il est très, je pense, difficile de tirer des évaluations définitives sur bon mode de gestion de la crise ou pas, d'autant que nous sommes en plein, et j'insiste là-dessus, en plein dans une campagne, dans une guerre de communication qui oppose système politique. De mon point de vue, tout n'est pas politique, et j'insiste ici. Le mode de gestion de la crise, l'efficacité de gestion de la crise dépend aussi de son exposition antérieure au virus. Si une partie des pays asiatiques ont bien géré la crise, c'est parce qu'ils avaient déjà été au SRAS auparavant et davantage sensibilité aux risques épidémiologiques. Il y a aussi le facteur, on va dire, du système de santé à prendre en compte, le facteur aussi du niveau de développement du pays. Clairement, certains pays africains vont avoir plus de mal à gérer que d'autres pays qui ont un système de santé plus développé. Il y a plein de facteurs à prendre en compte et je pense qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives sur des systèmes politiques qui seraient plus efficaces que d'autres, dans un sens comme dans l'autre. À la fois, je pense qu'il est un peu simpliste de dire que les pays
avec un parti unique serait plus efficace, comme de dire que les démocraties ont mieux géré. De mon point de vue, ce débat politique n'est pas assez fin pour représenter la complexité d'une gestion de cette nature. Et pourtant, Alice Ekman, là où on pouvait s'attendre peut-être à une relative discrétion de la part de Pékin après cette épidémie de coronavirus partie de son territoire, on a le sentiment au contraire qu'on assiste à une réaffirmation de l'ambition chinoise sur la scène internationale. Oui, il faut avoir en tête le calendrier. Nous sommes bientôt mi-2020. En 2021, c'est les 100 ans de la création du Parti communiste chinois. C'est-à-dire c'est une année très importante pour le parti. Ça va être une année de célébration. Et pour cette année, le parti souhaite pouvoir clamer haut et fort à la fois une victoire médicale et sanitaire, mais également une reprise économique. Dans les faits, la situation reste compliquée, en effet parce que l'économie chinoise est dépendante de la demande internationale, notamment dépendante de la demande des marchés européens et américains, mais il y a vraiment ce désir de positionnement, de victoire. On parle donc aujourd'hui de victoire et puis à terme de victoire finale contre le virus. Et puis il y a aussi toujours cette compétition entre systèmes de gouvernance qui est soutenue sous la présidence de Xi Jinping par un discours assez clair, assez ambitieux sur une Chine qui devrait avoir confiance en elle. Xi Jinping lui-même a appelé en 2017 à ce qu'il appelle être les 4 confiances en soi, c'est-à-dire que la Chine doit, au niveau national, mais aussi sur la scène internationale, avoir confiance en son propre système politique, en sa propre voie de développement économique, en ses propres théories, notamment le socialisme et le cadre théorique marxisme, qui est marxiste, qui est toujours très important en Chine aujourd'hui, et en sa propre culture. C'est-à-dire que la Chine ne doit pas être, et surtout pas au niveau international, dans l'introspection, dans le doute, dans la remise en question. Non seulement elle doit projeter cette image de confiance, mais elle doit systématiquement rectifier, corriger les idées qui ne seraient pas en accord avec l'évolution actuelle de la Chine ou avec une image finalement relativement positive du système politique chinois actuel. Donc je pense qu'il faut prendre en compte ce positionnement parce qu'il n'est pas nouveau, il a été révélé dans le contexte de crise, mais il existe en fait depuis 7 ans, depuis 2013. C'est une tendance lourde qui est analysée notamment dans un contexte de renforcement des tensions entre Washington et Pékin. C'est-à-dire que la Chine considère aussi qu'elle doit se positionner comme plus efficace que le système américain. D'où aussi la couverture en Chine de l'épidémie en soulignant ce qui, selon les médias chinois, seraient les faiblesses du système américain. Donc la compétition est rude. La Chine, dans une certaine mesure, sa communication, cette campagne de communication commence à agacer certains pays européens, mais elle n'agace pas non plus tous les pays de la planète. Ce que je voudrais dire ici, c'est que la Chine n'est pas totalement isolée dans ce positionnement. Et il faut notamment rappeler le rapprochement entre la Chine et la Russie, qui ne semble pas être mis en cause par la crise actuelle, en tout cas pas au niveau des dirigeants. En tout cas, on peut penser que Pékin se gardera bien de crier victoire trop vite, par crainte peut-être qu'on lui demande des comptes, pas d'enquête internationale sur l'origine du coronavirus, comme le souhaite l'OMS, avant la victoire finale sur l'épidémie. Voilà la condition que vient de poser l'ambassadeur chinois auprès des Nations Unies à Genève, car c'est sans doute le talon d'Achille de la Chine actuellement, ces accusations de mensonges dont elle fait l'objet, qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux et relayées par Donald Trump notamment. On voit ça en images avec Antoine Fenot. C'est une théorie répétée depuis plusieurs semaines par les autorités américaines. Le coronavirus n'est pas issu d'un marché de Wuhan, mais de ce laboratoire de virologie situé lui aussi dans cette ville. De quoi accréditer la thèse d'une dissimulation des autorités chinoises sur les origines de la maladie. Et après quelques déclarations contradictoires, le secrétaire d'État Mike Pompeo a enfoncé le clou. And there is significant evidence that this came from the laboratory. Those statements can both be true. I've made them both. Administration officials have made them. They're all true. Pour le moment, le monde scientifique s'accorde pour dire que le virus serait issu du monde animal et probablement de la chauve-souris. Il aurait alors muté avant d'être transmis à l'homme. Pourtant, aucune certitude pour le moment, de quoi conforter les positions de l'administration Trump, d'autant plus que Pékin refuse pour le moment la visite d'experts de l'OMS à Wuhan. Côté chinois, évidemment, on y en bloque. 溯源的问题，所以我想蓬佩奥先生反复的讲，但他就拿不出证据来。他怎么拿出证据来？因为根本就没有。所以我想在这个问题上应该交给科学家
和医控专家去回答这个问题，而不是由政客出于国内政治的需要去继续的撒谎。我刚才已经讲了。L'OMS, de son côté, affirme que des discussions sont toujours en cours avec la Chine pour une mission d'étude sur l'origine du virus. David Bavrez, on saura un jour d'où vient exactement ce virus? Écoutez, on espère comme le signait votre reportage, qu'une enquête indépendante va pouvoir nous permettre de connaître la vérité. Le problème, je crois, pour y arriver, c'est que on vit aujourd'hui dans ce que j'appellerais un monde G0. Moi, ce qui me frappe, c'est quand on fait la comparaison à la crise de 2009, où à l'époque, vous savez, on avait un G7 qui était devenu un G20 sous la pression du président Sarkozy. Et aujourd'hui, le G20 était devenu G2, et votre reportage a bien montré que ce G2 est en train de tourner au G0. Et si on reste au G0, eh bien malheureusement, on aura du mal, je pense, à connaître effectivement ce qui s'est passé. Pour ses détracteurs, David Bavrez, la Chine aurait menti sur le nombre de morts, sur le nombre de cas, sur l'origine même du virus, qui, on vient de le voir dans ce reportage, ce serait, d'après encore une fois ces critiques, échappé d'un laboratoire de Wuhan, la ville d'où est partie l'épidémie. Ces questions, les Chinois eux-mêmes, ils se les posent. Alors, vous savez, quand vous parlez à des officiels du gouvernement chinois, ils vous disent qu'ils n'ont pas menti, ils ont juste calculé le nombre de morts en fonction de caractéristiques chinoises, comme d'habitude. Et vous avez une règle dans les hôpitaux chinois qui est que si vous rentrez à l'hôpital et que vous mourrez à l'hôpital, vous mourrez de la pathologie qui a été identifiée au moment où vous rentriez à l'hôpital. Donc si par exemple vous étiez diabétique ou cardiaque ou obèse, ou que vous souffriez d'insuffisance pulmonaire, vous n'êtes pas mort du coronavirus. Et en Occident, quand on fait la liste de ces pathologies, on arrive à 90 ou 95% des cas que nous avons recensés. Donc c'est pour ça qu'il y a une incompatibilité de méthodologie et naturellement, la population chinoise est au courant. Et j'allais dire, celui qui connaît la vérité, c'est le docteur Li de Wuhan, qui est bien dans les pensées de l'ensemble de la population, non seulement chinoise, mais de la population mondiale. Chunyan Li, des athlètes européens affirment avoir été contaminés dès octobre à Wuhan, où ils participaient aux Jeux militaires, à l'automne dernier, donc bien avant les premiers cas de contamination rapportés par la Chine. Vous comprenez que ça alimente, ça, les soupçons? Oui, en fait, à ce jour, j'ai vu plein d'informations très différentes, parfois qui sont très contradictoires. Donc, personnellement, moi, je suis incapable, en fait, de dire quelles informations vraiment sont les plus pertinentes. Ce que j'aimais bien voir, c'est aussi d'avoir plus d'analyse et d'arguments des personnes qui travaillent dans la santé, des personnels scientifiques, etc. Parce que jusqu'à maintenant, je suis assez confuse en fait de lire des informations qui vont un peu dans tous les sens. Et ces médecins chinois qui les premiers ont tenté d'alerter sur la gravité de l'épidémie et réduit, dit-on, au silence par les autorités chinoises, ça aussi, ça provoque des discussions en Chine même? Oui, il y a eu quand même beaucoup de discussions je pense, il y a 2 mois à peu près, il y a quelques mois. Et puis, comme les choses ont vite évolué, on a changé assez vite, en fait, le sujet de discussion. Mais tout le monde en Chine est concerné par cette pandémie. Donc, on a eu différentes discussions, différentes analyses, différentes réflexions aussi. Et comme vous le savez aussi, la mentalité chinoise est aussi assez différente. Donc, l'approche française, par exemple, c'est une approche assez critique. En Chine, on regarde toujours un peu les deux côtés, les deux aspects. Voilà. Donc, c'est un peu l'état d'esprit des Chinois aujourd'hui. Et ce qu'on espère, c'est qu'on pourra vraiment vaincre cette pandémie assez vite, non seulement en Chine, mais aussi dans le monde. Et on verra l'effet notamment sur l'économie mondiale et l'économie chinoise. Alice Ekman, quid des accusations américaines, notamment sur les liens supposés avec l'OMS? La Chine aurait pesé sur l'Organisation mondiale de la santé pour qu'elle écarte au début les soupçons sur la gravité de l'épidémie, ce qui aurait fait, dit-on, perdre du temps à la communauté internationale dans la réponse. Oui, je vais répondre à cet élément, mais juste pour compléter, pour rebondir sur ce que disait Chunyan Li,
clairement, les systèmes politiques sont plus différents que les mentalités entre êtres humains. Aujourd'hui, dans le cas clairement des sujets de discussion, de l'évolution des sujets de discussion, ils sont aussi dus aux différences de systèmes politiques plus que de mentalité ou de curiosité humaine. Clairement, le docteur Li Wenliang a suscité beaucoup de commentaires critiques au début et ensuite, il y a eu une évolution à la fois du système de censure chinois et de propagande qui a ajusté le tir pour ensuite glorifier Li Wenliang comme une personne, voilà, un héros du parti qui a vaincu, qui a permis de mener la victoire contre le virus parmi d'autres. Donc, il y a bien aussi des ajustements de la communication qui permettent plus ou moins d'espace de débat sur ces sujets. Sur la question du parti pris de l'OMS sur le cas de Taïwan, oui, par exemple, dont les alertes auraient été ignorées dès le mois de décembre. Alors, l'OMS se défend en disant, mais oui, nous suivons finalement la pratique au sein de l'ONU qui ne reconnaît pas Taïwan. Oui, la position de Taïwan à l'OMS est un sujet de long terme qui est le fruit de tensions diplomatiques très fortes et toujours en fait de l'héritage de la guerre civile pré-révolutionnaire, enfin de la situation politique en Chine qui date finalement de 1949 avec l'intégration de la Chine à l'OMS, à condition que Taïwan ne soit pas reconnu, ne soit plus présent à l'OMS. Et cette évolution s'est maintenue. Ce n'est pas nouveau, mais on va dire que la position la non-participation de Taïwan à l'OMS a été révélée au grand public par cette crise. Et aussi la question de l'influence de la Chine au sein de l'OMS. Cette question a été soulignée par deux faits. Tout d'abord par le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros, qui, c'est vrai, a une communication qui est très alignée au discours chinois. Ce n'est pas nouveau. Déjà dès 2017, il soulignait l'importance de développer ce qu'il appelle les nouvelles routes de la soie sanitaire, qui est un élément de langage donc de la diplomatie chinoise. Et puis ensuite, un débat est survenu sur la date à laquelle l'OMS a déclaré qu'il y avait une pandémie, c'est-à-dire que l'épidémie était devenue un risque majeur international. Et la Chine souhaitait ne pas employer ce terme, et donc beaucoup considèrent que l'OMS aurait pu déclarer plus tôt le statut annoncer plus tôt qu'il y avait ce risque de pandémie. Et aujourd'hui, troisième point de tension, c'est une enquête en Chine sur place qui aujourd'hui est sujet de tensions diplomatiques vives à l'OMS et au-delà. Avec une Chine officiellement aujourd'hui refusant d'inviter des experts internationaux tant que la victoire finale contre le virus ne s'est pas matérialisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Chine s'oppose à cette enquête. David Bavrez, la Chine s'est défendue d'avoir menti depuis le début de cette crise, en des termes parfois très véhéments, ce qui a valu dire des frictions avec la France, où l'ambassadeur chinois en poste à Paris a été convoqué par Jean-Yves Le Drian. Cet épisode, est-ce qu'il est révélateur d'un changement d'orientation dans la diplomatie chinoise? Fini les communiqués soit laconiques, soit très ennuyeux du passé. Aujourd'hui, on a affaire à une nouvelle génération de diplomates, ceux qu'on appelle les guerriers loups. Oui, tout à fait. On passe du soft power américain au sharp power chinois. Donc, on change de logiciel. Et c'est dû au fait que la Chine met toujours le rapport de force, si vous voulez, comme fondement de ses relations. Et là, elle pense avoir gagné parce que elle a notamment aux États-Unis réussi à trouver un des points faibles des États-Unis, qui est la santé publique. Et donc, la Chine pense qu'elle a un boulevard, une opportunité. Vous savez, c'est toujours la crise, vous transformez une menace en opportunité. La Chine pense qu'elle a une opportunité de gagner une marche à l'échelon mondial. Et en réalité, malheureusement, c'est pas toujours très bien fait sur le plan diplomatique, ce qui fait que, en réalité, pratiquement l'ensemble de la planète, parce que c'est aussi bien les pays africains, les pays asiatiques, l'Europe et les États-Unis ne sont plus d'accord. Et une des conséquences, elle vient en fait, une suggestion qui vient d'Australie, donc c'est assez marrant parce que c'est de l'autre bout du monde, mais Kevin Rudd, l'ancien Premier ministre, dit finalement, si la Chine monte d'un ton comme ça et n'arrive pas à s'entendre avec les États-Unis, il va peut-être falloir qu'on pense à un G-2,
Et je pensais notamment, vous évoquiez précédemment la réforme de l'OMS, en disant finalement, si les États-Unis et la Chine n'arrivent pas à s'entendre, nous, le reste du monde, organisons un G-2 pour organiser une nouvelle gouvernance du monde. C'est la volonté chinoise, d'après vous, Chun Yen-Li, aujourd'hui. La Chine est prête à assumer ses désaccords avec ses principaux concurrents sur la scène internationale? C'est vrai que j'ai constaté quand même un changement de style dans la stratégie ou dans le style de la diplomatie. Un changement de style dans la diplomatie récemment. En Chine vis-à-vis des pays occidentaux. Je pense qu'il y a certaines divergences d'intérêts qui sont inévitables, surtout entre la Chine et les États-Unis, et ce n'est pas une nouvelle histoire, parce que ça a déjà commencé il y a quelques années. On l'a aussi vu dans la guerre commerciale entre les deux pays. Aujourd'hui, avec la pandémie qui a créé de nouveaux clivages, et de nouveaux conflits dans le monde, je pense que pour la Chine, il faudrait qu'elle assume d'abord la divergence d'intérêts, mais en même temps, je pense que l'intérêt pour la Chine, c'est aussi d'essayer de trouver de continuer de collaborer avec les pays occidentaux, parce que même demain, voilà, on aura plus de clivage. Je pense que la mondialisation est toujours inévitable. Il y a peut-être un peu moins de dépendance économique du monde à l'économie chinoise, mais on aura besoin l'un de l'autre pour continuer de travailler ensemble sur le plan économique ou politique. Donc, il y a un changement de style diplomatique, mais est-ce que ce nouveau style sera plus efficace que l'ancien style? Je pense que c'est au temps de nous dire. Voilà, le temps nous le dira. Alice Ekman, est-ce qu'on va vers peut-être davantage de collaboration passer la crise, ou bien face à une diplomatie américaine qui ne s'embarrasse pas non plus, il faut bien le dire, d'un excès de formalisme ou de compromis? Vous pensez qu'on est entré dans une ère d'affrontement entre la Chine et les Occidentaux? Oui, très clairement, oui. On était déjà rentré dans une période particulièrement tendue depuis plus de 10 ans, avec les tensions commerciales profondes entre Pékin et Washington, avec aussi les tensions technologiques, si vous vous souvenez bien, qui ont émergé autour de Huawei, mais pas uniquement, puisque l'administration américaine a listé 200 entités technologiques chinoises qu'elle considère sensibles et posant des problèmes de sécurité. Émergent aussi aujourd'hui des tensions juridiques avec plusieurs acteurs politiques aux États-Unis qui demandent que la Chine soit attaquée en justice pour dédommager donc des dommages financiers et humains de cette crise. La Chine, pour sa part, est dans un rapport œil pour œil, dent pour dent, considère qu'elle n'a pas de concessions à accorder aux États-Unis, qu'il est temps, justement, on a parlé hier, mais tout à l'heure, pardon, de projeter cette image de confiance. Et donc, vraiment, nous allons entrer dans une période de riposte systématique. Le ton n'est pas loin de celui de la guerre froide. Alors, bien sûr, on ne peut pas comparer les périodes historiques de manière généralisante et systématique. Ce ne sont pas une formation de blocs distincts avec tel que on pouvait l'observer à l'époque de la guerre froide. Ce sera plutôt des pôles poreux, assez flexibles, mais distincts, où je pense clairement Chine et États-Unis essayeront rapidement, progressivement mais rapidement, de réduire leur interdépendance économique, puisque les deux marchés sont encore très dépendants, mais de réduire leur interdépendance économique autant que possible dans le contexte actuel, de réduire leur interdépendance technologique autant que possible, et progressivement peut-être émergera des pôles de mondialisation qui évoluent en parallèle, mais qui ne sont plus compatibles, qui ne se croisent plus. Ça paraît étonnant, mais ce n'est pas complètement irréaliste, avec par exemple 2 types de réseaux 5G, 2 types d'internet, 2 types de câbles sous-marins, 2 types de data centers, 2 types de voies maritimes. Enfin, je veux dire, ces développements ne sont pas complètement farfelus, nous n'en sommes pas encore, mais réellement, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la profondeur et l'étendue des tensions sino-américaines. Ce sont des tensions économiques, technologiques, probablement juridiques, les prochains mois nous le diront, mais aussi, et il ne faut pas le sous-estimer, conceptuelles et idéologiques. Idéologiques, pourquoi? Parce que depuis 2013, Xi Jinping souhaite réaffirmer l'identité socialiste de la Chine
avec en ligne de mire l'idéal communiste. Les références au marxisme sont fréquentes, les références à une économie chinoise où les entreprises d'État jouent un rôle majeur sont importantes. Et puis aussi, dans le cadre de la crise du Covid, en fin mars, il y a quelques semaines, la Chine a annoncé un plan de relance qui passera par un renforcement des investissements publics et privés dans les nouvelles technologies, avec une Chine qui se veut puissance technologique, mais des technologies qui sont aussi planifiées et soutenues fortement par l'État. Donc je pense réellement que nous sommes entrés dans une bipolarisation du monde, pas tout à fait nette, pas tout à fait claire, mais profonde et de long terme. David Bavrel, il y a une rupture là à venir. On risque de voir une partie des puissances occidentales et également émergentes prendre leur distance avec leurs approvisionnements en provenance de Chine et diversifier justement cette chaîne d'approvisionnement. Alors sur les chaînes d'approvisionnement, en fait, il est facile, si vous êtes un homme politique, de demander à ce que les choses soient relocalisées. En réalité, quand vous êtes un homme d'affaires, relocaliser est quelque chose de très compliqué quand il vous a fallu plusieurs années, voire plusieurs décennies pour monter une supply chain. Vous ne bougez pas seulement une usine, vous bougez toute une supply chain. Donc, je crois qu'en fait, ces relocalisations, elles vont être très partielles, elles vont être très symboliques, comme par exemple dans le domaine de la santé. Mais je crois que plutôt ce qui va se passer, c'est que les Chinois vont offrir aux sociétés occidentales la traçabilité de leur supply chain. Parce que le problème de cette crise, si on veut la résumer sur le plan économique en un mot, c'est en 2009, les banques nous avaient vendu des produits d'investissement dont on ne connaissait pas le contenu. En 2020, le problème, c'est que la Chine nous a vendu une supply chain dont on ne connaissait pas le contenu. Donc, quand vous achetiez un iPhone chez Foxconn, vous ne saviez pas tous les sous-fournisseurs, y compris quelqu'un qui allait manger potentiellement des chauves-souris ou des pangolins sur un marché. Et c'est ça ce que les Occidentaux ne peuvent plus accepter. Donc, moi, je ne vois pas une démondialisation, je vois plutôt une rémondialisation, mais qui va se faire avec une transparence plus importante que précédemment, et naturellement, ça va être possible par typiquement de nouvelles technologies du type blockchain. Donc c'est plutôt ça comme évolution que j'anticipe. Davantage de transparence, Chunyani, c'est ça l'obligation aujourd'hui pour le commerce chinois s'il veut maintenir ce degré d'expansion. Oui, je pense que comme ce que David a mentionné, si on peut avoir un système de tracking, par exemple, traçabilité, oui. Ouais, traçabilité. Je pense que ce serait bien, en fait, surtout dans le contexte actuel, parce que tout le monde veut éviter d'avoir une nouvelle pandémie comme celle d'aujourd'hui. Et sinon, je suis assez d'accord avec les analyses de David. Je pense que sur la chaîne d'approvisionnement ou sur la chaîne de production, il est possible qu'on relocalise certaines activités, surtout dans certains secteurs qui sont considérés comme susceptibles d'atteindre la souveraineté de certains pays occidentaux, comme dans le secteur pharmaceutique ou de la santé. Mais globalement, ça a pris des années pour construire l'écosystème actuel en Chine. Et en fait, ce serait très compliqué vraiment de relocaliser toutes les activités à partir de la Chine vers le reste du monde. Donc, je pense que ce sera surtout dans certains secteurs. En même temps, si du côté chinois, on peut renforcer la transparence, la traçabilité, ou pourrait faire des améliorations qui pourraient rassurer davantage les entreprises occidentales, je pense que cela pourrait être très bénéfique pour la collaboration internationale. Et puis, enfin, je pense que la tendance du futur, je pense que ce sera de la globalisation peut-être vers la globalisation, je dirais. C'est que on aura toujours un contexte de la globalisation, mais dans ce contexte-là, il y aura plus de prise en compte, en fait, des besoins spécifiques liés à chaque pays. Et j'espère qu'on pourra trouver un chemin pour mieux travailler ensemble. Dans un secteur stratégique, Chunyani, comme la 5G, ce qu'évoquait Alice Ekman, le risque de voir ces craintes qui existaient avant le coronavirus exprimées par un certain nombre de pays de ne pas être trop dépendants de la technologie chinoise développée par Huawei, voir se développer demain de nouvelles normes incompatibles finalement avec celles que développe la Chine. Est-ce que vous pensez que c'est un risque réel ? Il est vrai qu'il y a un impact des éléments politiques sur l'économie. Donc, cette pandémie
à créer plus de doutes, plus de soupçons aussi vis-à-vis de la Chine. Donc, je pense que c'est un risque. Mais après, est-ce que le monde après, si on fonctionne en parallèle avec différents systèmes, est-ce qu'on serait plus efficace? Est-ce que ça nous rendra plus heureux? Je ne pense pas que ce soit forcément le cas. Je pense qu'il y aura différents éléments à prendre en compte. Donc, il y a l'efficacité économique, il y a des facteurs politiques aussi. Donc, il y a les technologies chinoises, il y a aussi les technologies américaines ou européennes. Voilà, il faut qu'on trouve une façon de travailler entre les différentes technologies. À la fin, je pense que les activités économiques suivent aussi les règles du marché. Est-ce que avoir plus de systèmes différents pourrait nous apporter plus de bien? Je ne pense pas que ce soit forcément le cas. Donc, voilà, le futur nous le dira, mais il faudrait aussi que les entreprises chinoises prennent en compte ce genre de risque et tout le monde y réfléchisse aussi. Les images aussi, pardonnez-moi, parce que c'est vrai qu'on les a vues, elles ont beaucoup tourné, Chunyani. Ces images, notamment de Kenyans pris à partie par les autorités, une partie de la population à Guangzhou, est-ce que ça risque aussi de pénaliser le développement de la Chine sur le continent africain? Parce qu'on le sait, hein, c'est aussi un des objectifs stratégiques de la Chine. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de reportages ces derniers temps. J'ai aussi des amis africains qui m'ont parlé de leur pensée. Je pense que premièrement, il faut regarder de plus près. J'ai regardé les témoignages en fait des Africains qui ont vécu à Condon. Je pense que il me semble qu'il y a peut-être certains malentendus ou en tout cas les raisons doivent être mutuelles parce que je me souviens il y a quelques mois j'ai aussi quelques amis français qui m'ont envoyé en fait leur écran scanné de WeChat, comme quoi chaque fois quand un Français voulait sortir pour jeter la poubelle, il y a un quartier en fait qui lui demandait il faudrait m'informer à l'avance. Donc ce sont quelques Français en fait qui vivent à Shanghai aujourd'hui. Donc je pense que il est vrai qu'en Chine quand dans le combat contre la pandémie, les mesures semble beaucoup plus stricte. En Chine, les Chinois, en tout cas les Chinois, ont plus en fait acceptent ce genre de mesures strictes plus facilement. Et après, quand ce sont les étrangers, y compris les Africains qui vivent en Chine, est-ce que c'est vraiment parce que on a une discrimination ou parce que ce sont des mesures plus strictes en fait qui leur semblent auxquelles ils ne sont pas habitués. Je pense que à la fin, si on veut vraiment mieux se comprendre et mieux travailler ensemble, il faudrait que les deux parties essayent de comprendre et essayer de faire des efforts. Voilà, c'est aux deux parties de montrer que voilà finalement on pourrait essayer de trouver un chemin. Après si en Chine comme en France ou aux États-Unis ou dans les autres pays s'il y a des comportements irrationnels ou racistes, moi je suis toujours contre. Je pense que voilà il faudrait aller plus près, après essayer de trouver un moyen pour mieux se comprendre. On arrive presque au terme de ce débat. En quelques mots, Alice Ekman, vous évoquiez un contexte, d'après vous, de guerre froide aujourd'hui entre la Chine et les puissances occidentales, notamment les États-Unis. Est-ce que vous pensez qu'on n'est pas loin d'une guerre chaude lorsqu'on voit notamment la présence chinoise en mer de Chine méridionale? Pensez-vous qu'un conflit armé pourrait intervenir à brève échéance? Bon, un incident, une escarmouche ou le hasard des relations internationales est toujours difficile à prévoir. De mon point de vue, il n'est pas dans l'intérêt de la Chine aujourd'hui de mener
une action militaire, que ce soit en mer de Chine du Sud, que ce soit vis-à-vis de Taïwan, ou que ce soit sur d'autres fronts, parce que tout d'abord la présence américaine dans la région demeure très forte, et puis parce que la Chine a aussi d'autres outils sur sa palette pour promouvoir ses intérêts. Elle a essayé la communication, il y a aussi le levier économique autant que possible, il y a aussi d'autres leviers diplomatiques. Par contre, une chose est sûre, en termes de positionnement de la Chine dans le monde, tout à l'heure on parlait de bloc ou de pôle, l'image de la Chine va en partie s'éroder dans certains pays qui sont agacés par la gestion chinoise de la crise ou par la communication autour de sa politique d'assistance, mais cet agacement ne sera pas partagé par tout le monde. Et donc, c'est-à-dire que le cercle des pays amis de la Chine, en tout cas c'est comme ça que Xi Jinping se représente, à mon avis, va se rétrécir, mais se consolider. C'est-à-dire que certains pays vont clairement choisir un camp et un soutien. Et donc, oui, on arrive, de mon point de vue, encore une fois, dans un monde assez bipolarisé, parce que les décisions politiques ont aussi un grand impact sur le réajustement des liens économiques entre les pays. David Bavrez, très rapidement, et Hong Kong dans tout ça, est-ce que vous avez le sentiment qu'au sortir de cette crise, le mouvement de contestation qui avait animé une partie du début d'année, c'est désormais terminé, ou au contraire, eh bien, il va repartir avec la fin, on l'espère, du coronavirus? Alors, vous savez sans doute qu'il y a ça doit remonter à 2 ou 3 semaines, une quinzaine de leaders pro-démocratiques ont été arrêtés. Aujourd'hui, la loi hongkongaise interdit les rassemblements de plus de 8 personnes. Nous aurons la réponse à votre question d'ici le mois de septembre, puisque nous avons des élections législatives qui vont avoir lieu, et on s'attend à ce qu'il y ait des tentatives de manifestation, mais également une mainmise de Pékin. Donc, moi, je pense que malheureusement, ou plutôt heureusement, nous n'aurons plus d'échauffourées entre la police et les manifestants, et que ces manifestations vont être contrôlées dans l'œuf par le régime, le gouvernement hongkongais. Merci David Bavrez d'avoir été avec nous. Je remercie également Chun-Yan Lee ainsi qu'Alice Ekman d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24. Prochain débat lundi.